RMC, After Paris, François Pinet. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier podcast After Paris de l'année 2026. Très belle année à vous tous qui nous écoutez sur la plateforme RMC, qui nous regardez sur After Foot Télé ou encore qui nous regardez sur YouTube. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en cette année 2026. Ils m'ont manqué, ils sont là. Les 3J, on va les appeler comme ça. Jimmy Brown, salut Jimmy. Salut François et bonne année à tous. Bonne année à tous. Ça va être dur de faire aussi bien en 2026 qu'en 2025, mais bon, on espère. Bonne année en tout cas. L'autre J, Julien Taxi, c'est là. Salut Julien. Salut François, très bonne année à tous. Effectivement, ça va être compliqué, mais visons l'excellence. Et il a débuté la saison avec nous. C'est pas fait exprès, il va débuter l'année avec nous. Jonathan Bensadoun du média Canal Supporter est avec nous. Salut Jonathan. Bonjour à tous et bonne année effectivement, et c'est vrai que c'est difficile de faire mieux mais pas impossible. Je vais vous demander évidemment vos vœux pour 2026, quelle année attendre du PSG. J'ai pas mal de questions à vous poser, d'ailleurs c'est un épisode spécial pour se projeter sur cette année avec toutes les questions que l'on va se poser, et on va peut-être d'ailleurs les égrener au fil et à mesure du temps. Qui sera le joueur de l'année 2026 ? Chez les gardiens, est-ce que vous croyez à Lucas Chevalier? Est-ce qu'il va s'imposer? Faut-il une hiérarchie claire à ce poste? On va parler de Dembélé. Est-ce que vous pensez qu'il va redevenir ce serial buteur? Barcola est-il condamné à être remplaçant cette saison? On va aussi parler de Pacho, qui peut pourquoi pas devenir meilleur joueur ou meilleur défenseur du monde. C'est peut-être déjà le cas. On vous posera toutes ces questions et n'hésitez pas, vous aussi, à proposer d'ailleurs vos thèmes en cette année 2026 que vous voulez qu'on développe dans les différents épisodes d'After Paris. D'abord, pour lancer l'année, un vœu chacun. Allez, pour 2026, Jimmy, quel est ton vœu pour le PSG, bien sûr, pas pour mon vœu, c'est que suite au municipal de 2026, on arrive à se mettre d'accord avec le PSG reste au Parc des Princes. Ça pourrait être l'objet d'un podcast. S'il y a un vœu pour cette année, c'est celui-là que la vente, ou je sais pas, il y a un accord se règle sur le Parc des Princes et qu'on arrête les histoires de Poissy ou autres. Voilà, le PSG, c'est au Parc des Princes. Donc j'espère de tout cœur que ce sujet-là va se régler en 2026. Ça sera un des thèmes de l'année, forcément. Je voudrais bien le vœu de Jimmy qui est parfait. Non, sans parler de back-to-back, un beau, long parcours en Ligue des Champions pour instaurer cette idée que si le Paris Saint-Germain ne file pas tout droit sur l'autoroute de la dynastie, reste sur la lancée, la lignée de ce qui a été réalisé l'an dernier. Demi-finale à minima, ça serait très bien, très beau. Jonathan ? Garder une stabilité et travailler déjà sur l'avenir et sur Luis Enrique, et pourquoi pas encore le prolonger de quelques années, parce que c'est quand même l'architecte principal, j'ai envie de dire, de ce beau projet qui est aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Même personne n'y va pour aller à la deuxième Ligue des Champions. On n'ose pas encore. On aimait l'idée, mais... C'est plus un vœu, c'est une formalité. C'est tout droit, vraiment, c'est rendez-vous à Budapest. N'hésitez pas, vos vœux en commentaire. Qui sera l'homme de l'année pour vous côté PSG? Alors ça peut être sur le banc, ça peut être évidemment sur le terrain. Je sais qu'en préparant cette émission, il y a un nom qui revient. Je sais que c'est le nom que tu voulais citer, Jimmy. Pour moi, 2026, c'est Désiré Doué. C'est pour lui. Avec la Coupe du Monde en plus en prime, je lui souhaite. Mais en plus, il a démarré sur de très bonnes bases lors du premier match face au PFC. Tu sens qu'il a des fourmis dans les jambes, qu'il y a eu les blessures, etc. Moi, déjà, il m'avait impressionné sur la deuxième partie de saison dernière. Il avait pris une toute autre dimension. Et je pense qu'il va continuer sur cette lancée-là. On y reviendra un peu sur Dembélé. J'ai quelques petites craintes sur Ousmane Dembélé, sur sa capacité à pouvoir réaliser une année 2026 aussi brillante que la précédente. Donc oui, pour moi l'homme de 2026, ce sera Désiré Doué. Vous partagez ? Désiré Doué ? Oui, Doué forcément. Moi, je vois bien Vitinha, alors qui est déjà le patron, qui est bon même quand le PSG est moins bon, qui a pris le pouvoir, qui a déjà des statistiques quasi équivalentes à celles de la saison dernière, et qui était 3e au Ballon d'Or. Il a aussi une année assez exceptionnelle devant lui avec le PSG, avec le Portugal. Moi je l'imagine bien sur le podium du Ballon d'Or en 2026, et cette fois-ci peut-être pas 3e. Si tu as un nom, est-ce que c'est Doué ? Est-ce que c'est... C'est très dur. C'est Vitinha, est-ce que c'est un autre ? Pourquoi pas ? Tu as le droit. Doué, alors je pense que c'est les deux noms, pour moi, ce sont les deux noms principaux, mais pour deux différentes manières. Effectivement, Doué pour devenir un peu le patron de cette équipe. Parce que, alors c'est la force de ce PSG, c'est qu'il n'y a pas de star, mais je pense que Doué peut devenir effectivement cette superstar en devenir. Il a tout, en tout cas, il a la qualité technique, il est physiquement au-dessus de la moyenne, on l'a vu en Ligue des Champions et en Ligue 1. Et Vitinha, parce que, et je rejoins Julien sur ce qu'il dit, c'est que
ça peut être son année. C'est-à-dire que tu as la Ligue des Champions et je trouve qu'il prend une place de plus en plus importante au sein de cet effectif. L'autre jour, du côté de Tottenham, après son triplé, on lui avait dit mais il peut largement remporter le Ballon d'Or, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il commence à avoir un espèce de respect autour de Vitinha, autour de dire vraiment c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et je pense que vraiment ça peut être son année pour dire voilà, il peut tout rafler, aller chercher le Ballon d'Or et ça serait en fait loin d'être scandaleux, au contraire, ça serait même logique. Donc c'est pour ça que j'attends ces deux joueurs-là qui peuvent être vraiment deux joueurs pivots et pour leur sélection et pour le Paris Saint-Germain. Exactement, la sélection, on en a parlé dans un podcast de Désiré Doué, mais c'est aussi un des objectifs de son année, forcément la Coupe du Monde aux États-Unis avec les Bleus de Didier Deschamps. C'était l'homme de l'année dernière, Ousmane Dembélé. On peut évoquer tout de suite ce cas-là parce que c'est une des questions que l'on se pose pour 2026. Est-ce qu'on va retrouver le Dembélé serial buteur aussi impactant qu'il a pu l'être lors de la deuxième partie de la saison dernière? T'as des doutes, Jimmy? Pourquoi t'as des doutes sur ça, sur Dembélé? Pour plein de raisons, parce que déjà, physiquement, l'année dernière, il lui a fallu 6 mois pour atteindre sa vitesse de croisière, mais sauf que là, les 6 premiers mois de l'année, il a quasiment pas joué, donc je pense que ça va lui prendre du temps quand même de revenir à son meilleur niveau. Je veux pas dire que c'est le gars, le one wonder season guy qui fait une saison extraordinaire et qui après va plus jamais la refaire. Je pense pas, parce que c'est un joueur moi que j'ai toujours adoré, et même avant qu'il ait cette efficacité là, il a quelque chose de particulier, il est électrisant, Ousmane Dembélé. Moi je vais au stade pour voir des joueurs comme Doué, comme Dembélé. Mais je sais même pas déjà si en termes de positionnement cette place de faux neuf il va la garder cette saison. Moi à chaque fois qu'il a rejoué là, c'était souvent aussi décalé côté droit. Il est plus attendu qu'avant forcément. Après il y a la Coupe du Monde en ligne de mire, il y a aussi son avenir. Que va être fait, de quoi va être fait l'avenir d'Ousmane Dembélé? Est-ce qu'il sera encore parisien la saison prochaine? Je sais pas. Est-ce qu'il va vouloir partir? On évoquait peut-être l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est trop tôt déjà dès cette saison ou en sortie de Coupe du Monde alors que t'es Ballon d'Or en titre? Est-ce que c'est pas là, si tu vas aller chercher un dernier gros contrat, énorme contrat même, c'est pas à ce moment-là que tu seras le plus bankable? Donc il y a plein d'interrogations autour d'Ousmane Dembélé. La qualité du joueur est pas en cause, mais c'est plus voilà son état physique, mentalement comment il va s'y retrouver aussi. Si tu compares un peu avec des Ballons d'Or précédents, moi j'ai vu encore Rodri hier avec Manchester City, c'est l'ombre du joueur qui a été Ballon d'Or il y a encore 2 ans, qui a été blessé. Mais Ousmane Dembélé aussi, il traîne des blessures, mais la digestion de tout ça, de ce changement de statut qu'il n'attendait pas forcément, je pense que ça lui a un peu tombé dessus, tu vois. Autant on a toujours dit que Mbappé était programmé pour avoir le Ballon d'Or qu'il n'a pas encore eu. Autant Dembélé, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que tout ça lui tombe dessus, ce changement de statut. Enfin, je veux dire, être Ballon d'Or, ça change quand même complètement la manière dont t'es perçu par le public, par les adversaires, par le grand public aussi, pas que les suiveurs du foot. Je pense que tout ça à digérer, ça doit pas être évident. Donc voilà, curieux. Je lui souhaite évidemment le meilleur à Ousmane Dembélé parce que c'est un joueur que j'adore, mais j'ai des doutes sur la capacité à reproduire. Enfin, en reproduire, c'est quasi impossible. Ça a été tellement extraordinaire ce qu'il a fait que être à ce niveau-là, s'il est rien que à 80% de ce qu'il a réalisé, ce sera déjà très bien. Pour l'instant, c'est vrai que son année a été marquée surtout par des blessures. Il est moins buteur que l'an dernier. Joueur en fin de contrat en 2028, c'est important parce qu'en ce moment, on essaye de négocier du côté du Paris Saint-Germain avec la plupart des joueurs importants et on verra justement l'issue de ces négociations et ça va être un des enjeux de 2026. Julien, sur Dembélé, tu partages l'avis de Jimmy. On avait fait aussi un podcast là-dessus déjà l'an dernier. Son retour sur les terrains ne t'a pas forcément convaincu? Non, c'est pas ça. Contre le Paris FC le week-end dernier, je trouve qu'il y a eu des prémices, il y a eu des choses intéressantes. On retrouve le Dembélé virevoltant, on sent qu'il y a peut-être un petit peu moins de crainte à jouer sur ses qualités. Je vais reprendre les propos de Jimmy. Moi, je pense qu'on a vu le meilleur d'Ousmane Dembélé sur 6 mois, qu'on ne reverra pas ce que l'on a vu sur les 6 derniers mois, les 6 premiers mois de l'année 2025. Je pense pas qu'on puisse parler de prime, mais il a été dans une forme d'état de grâce, de quelque chose d'un peu magique pour Ousmane Dembélé, et avec les soucis de santé, je le vois pas revenir. Alors je demande qu'à me tromper, encore une fois, je ne voyais jamais Ousmane Dembélé faire ce qu'il a fait sur les 8 derniers mois, aller chercher le Ballon d'Or, mais je pense qu'on a vu ce qui se faisait de mieux chez Ousmane Dembélé, et je devance peut-être la question d'après, faut-il garder ou tout faire pour garder Ousmane Dembélé, parce que c'est le sens des négociations qui se déroulent visiblement. Non, ce n'est plus l'histoire et le mantra du Paris Saint-Germain aujourd'hui de vouloir conserver un ballon, tout Ballon d'Or soit-il, à tout prix. Ah oui, surtout qu'il y a un Doué qui émerge, on en parlait, et qui peut être justement ce joueur impactant au Paris Saint-Germain et qui peut prendre toute la place presque l'année prochaine. Attends. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord.
Il y a cette musique qui dis-leur, revient. dis-leur que tu n'es pas d'accord. Mais parce qu'il y a cette petite musique qui revient, C'est vrai, effectivement, c'est je trouve, de vrai, plus en plus sur le fait que Dembélé, en 2026, ça sera plus le même joueur. C'est déjà la case Arabie Saoudite, déjà. Alors effectivement, il a ses blessures, mais il a beaucoup enchaîné. Et le problème, c'est que en fait, il était déjà blessé un peu sur la fin de saison. On se souvient contre Arsenal, où il se fait un peu mal. Il revient une semaine après. Avec l'équipe de France, il y a une rechute. Puis après, il enchaîne avec du monde des clubs. Puis après, il enchaîne avec la Ligue 1. Là, pour le coup, cette première partie de saison, ça lui a permis de, je pense, remettre les batteries à zéro, repartir pour une nouvelle saison. Et moi, de ce que j'ai vu, que ce soit, alors bien sûr en Coupe de France, c'était contre une équipe amateur, donc bon, c'est pas très significatif, mais surtout aussi contre le Paris FC, bah, je trouve qu'il y a des prémices de quelque chose d'intéressant et de me dire, sans effectivement parler de Ousmane Dembélé Ballon d'Or, parce que là, c'est là où je vous rejoins, je pense qu'on a eu ce qu'on pouvait avoir de mieux que dans l'état de grâce de Dembélé, mais un joueur impactant, influent dans une équipe qui peut aller loin en Ligue des Champions et aider l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Moi, j'y crois beaucoup en fait, et je trouverais pas ça surprenant de voir qu'il redevienne un joueur monte. important, et c'est tout ce qu'on lui souhaite à Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Oui, qu'il redevienne le joueur magique sur un nuage Ballon d'Or qu'il a été pendant 6 mois. Et pour répondre à la question, serial buteur, voilà, moi je pense qu'il y a une espèce de réussite la saison dernière qui a fait ces stats-là. Encore une fois, je ne lui souhaite que ça. Tu sens qu'il cherche encore d'ailleurs le geste juste là. Pour rebondir sur ce que disait, oui, parce que c'est physique aussi. Tous les anciens joueurs à qui tu peux parler te le disent. Si t'es pas à 100% physiquement, bah ça se ressent sur justement ces frappes de balle, sur la capacité à cadrer, à être clinique, parce que tu as besoin d'être en pleine forme à 100% de tes moyens pour y arriver. Et surtout pour un joueur comme lui qui marche beaucoup à l'instinct. Mais pour rebondir sur ce que disait Julien au début, si tu veux faire ce gros parcours en Ligue des Champions, en revanche, tu vas avoir besoin de Dembélé. Voilà, c'est ça. Si t'as pas un grand Dembélé, tu n'y arriveras pas en Ligue des Champions. Ça te choque quand Julien dit allez, on tourne la page Dembélé dès l'été prochain? Bah, ça dépend en fait de sa saison, clairement, parce que s'il fait une bonne deuxième partie de saison qui va amener, je sais pas, le Paris Saint-Germain dans le Ligue des Champions, voire plus. Et des négociations. Et évidemment des négociations, parce qu'on sait que Luis Campos, il aime bien négocier rapidement et il n'aime pas vraiment laisser traîner les contrats. Ça dépend ce que demande aussi l'entourage de. Bien sûr. Et tu te dis bien qu'un mec qui est Ballon d'Or, il va pas demander la même chose et qu'on a une grille salariale. On n'arrête pas de nous répéter qu'il y a une grille salariale au PSG. Moi, je me range tout à fait du côté de Julien, même si l'histoire a été extraordinaire et que s'il est amené à partir, il faudra pour le coup ce que le PSG ne réussit pas souvent à faire. Et d'ailleurs, on pourrait aussi évoquer Marquinhos, qui je pense est plus sur la fin de son aventure avec le PSG qu'autre chose. Il faut que ces joueurs-là sortent par la grande porte. Mais il faut pas forcer en fait avec Ousmane Dembélé. Il faut pas craquer pour Ousmane Dembélé à 28 ans. Si l'on parle de Bradley Barcola et d'Ousmane Dembélé, on va peut-être y venir. Bradley Barcola, si tu mets les deux dans la balance, ça va peut-être être très impopulaire comme opinion, mais j'ai plus tendance à parier sur Bradley Barcola pour l'avenir qu'Ousmane Dembélé. Ah bah on va en parler de Barcola dans la deuxième partie, mais quelle passe décisive, il est en forme en 2026. Heureusement qu'il est là. Deuxième partie d'After Paris, dans un instant, on va parler donc des hommes qui vont faire 2026 côté parisien. Il y a un nom. Moi, je veux vous entendre là-dessus parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde actuellement. On en parle tout de suite. Deuxième partie de ce premier épisode d'After Paris pour l'année 2026. On est content de recevoir Jonathan Bensadoun de Canal Supporter avec nous, Julien Taxis, Jimmy Brown, pour parler de ceux qui vont faire 2026 et répondre à toutes les questions qu'on va se poser cette année concernant le Paris Saint-Germain. Je voulais vous parler d'un homme, vous ne l'avez pas cité comme étant celui qui pourrait être, pourquoi pas, l'homme de l'année. Pour moi, c'est lui. C'est Pacho. Pacho, qui est peut-être déjà le meilleur défenseur du monde actuellement, je vais vous poser la question, mais en tout cas, il est arrivé de Francfort, on n'en attendait pas forcément grand-chose, et il a mis tout le monde d'accord au terme d'une première année. Sa deuxième saison, elle est sur la même lignée pour moi, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux, je parle de défenseurs centraux, du niveau de Pacho. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est déjà le meilleur défenseur du monde? Est-ce qu'il peut le devenir, sinon, en 2026? Ce que je te dis, j'ai regardé le classement du Ballon d'Or. Il y a un défenseur central. Il n'y était pas. Et le seul défenseur central qu'il y a aujourd'hui, c'est Virgil van Dijk, qui est 28e. Se dire aujourd'hui que Pacho est à un niveau bien plus élevé que Virgil van Dijk, je pense qu'on peut tous tomber d'accord vu la période que traverse Liverpool. Aujourd'hui, il fait partie, j'ai pas envie de dire que c'est le meilleur défenseur central du monde, mais il fait partie des 5-6 meilleurs. Upamecano, Saliba, Gabriel, vous mettez qui d'autre? Ruben Dias. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il est dans cette liste-là. Va-t-il devenir le meilleur? Lui aussi, il a une belle année devant lui parce que possibilité de doubler avec le Paris Saint-Germain. Il va jouer la Coupe du Monde et c'est une fenêtre d'exposition aussi avec l'Équateur. Oui, à terme, dans 6 mois. Après, Pacho, il y a cette forme de charisme, de leadership et c'est peut-être là où on l'attend encore un peu plus parce que
il banalise les performances exceptionnelles. On a l'impression que c'est devenu banal. Il manque peut-être un petit truc, mais c'est il a un déficit de notoriété, clairement, il faut le dire. C'est aussi pour ça qu'il est pas parmi les 30 c'est pour ça que la Coupe du Monde va peut-être l'aider. nommés au Ballon d'Or. Et puis, il est pas... moi, j'aime beaucoup son charisme très froid, très, très serein, très solide. Mais c'est vrai qu'il dégage pas le peut-être showman. moins... Voilà. C'est pas le showman. Il manque ce petit côté-là. Historiquement, enfin, je veux dire, si on parle de Ballon d'Or, etc., sur les classements, t'as l'anomalie entre guillemets Cannavaro en 2006, mais non, mais c'est pas pour être Ballon d'Or. Moi, je dis pour être le meilleur défenseur central aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours du mal avec ces classements-là parce que c'est assez subjectif. En fait, je suis pas forcément. Ça dépend de l'équipe dans laquelle tu es. Oui, ça dépend. Est-ce que tu le juges? Tu compares quelqu'un qui joue en Ligue 1 toute la saison à quelqu'un qui va se frotter les attaquants de PL aussi. C'est pas pareil, tu vois. C'est horrible à dire, mais Pacho, tu le juges sur les matchs de Ligue des Champions, en fait, pour voir le plus haut niveau européen. Et moi, pour moi, il en fait partie des tout meilleurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je lisais Rabé cette semaine dans l'équipe qui disait on a l'impression, ce qui est le plus marquant avec lui, c'est qu'on a l'impression qu'il est là depuis 10 piges, en fait, Pacho. C'est sa deuxième saison, mais tu as l'impression qu'il a toujours été là. C'est patron de la défense. S'il y en a un qui. Tu vois, quand tu fais l'équipe du PSG, c'est limite celui que tu coches en premier. Entre un Marquinhos qui est sur le départ et un Zabarni qui n'arrive pas à s'intégrer, clairement, c'est le numéro 1 du poste. Et l'enjeu de 2026, ça va être de lui trouver un partenaire de défense à la hauteur de son talent. Parce qu'il peut pas se traîner, avec tout le respect pour Zabarni, mais il peut pas se traîner ce Zabarni-là. La saison prochaine, si Marquinhos part, c'est le gros sujet de l'été parisien, je pense. D'autant que je trouve que c'est encore plus fort, comme tu l'as dit avec Zabarni qui est arrivé de PL, on s'est dit ça allait être facile son intégration, mais finalement c'est compliqué parce que s'intégrer dans cette équipe du Paris Saint-Germain qui est techniquement quand même assez impressionnante et l'exigence de Luis Enrique, c'est très difficile. Et Pacho, mais comme tu as dit, t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là, qu'il connaît tous les rouages de cette équipe et de ce club. Et finalement, en fait, ça fait qu'1 an et demi. Et moi, je pense qu'il est, ça va peut-être être très impopulaire ce que je veux dire, mais sur les traces de devenir l'un des meilleurs de l'histoire de ce club, du Paris Saint-Germain à ce poste. Il est je le trouve assez on a belle référence à ce poste-là, mais t'as raison. Oui, à ce poste-là, je trouve que vraiment, pour le coup, il dégage quelque chose d'une simplicité absolument incroyable. Et pourtant, il est impressionnant, quoi. Il est impressionnant. Il est encore très jeune. Tu le sens quand même bien intégré. Tu le sens bien. Et tu sens qu'il peut rester encore 10 ans dans cette équipe et à voir ce qu'il peut faire. Mais moi, je pense qu'à terme, il peut devenir un espèce de capitaine, vice-capitaine, c'est sûr. Et je pense qu'il va vraiment marquer ce club. C'est un leader tranquille. Et moi, il me bluffe, quoi. On n'a pas fait de podcast en 2025 sur Pacho, mais j'espère bien en faire un en 2026 parce qu'à chaque fois que je vous propose, vous me dites ouais Pacho, non, pas spécialement, personne ne le connaît, blablabla. Voilà, donc je voulais quand même donner les coulisses. C'est absolument faux. Jamais proposé j'ai parlé de Pacho. Un podcast Pacho et on a encore moins dit nanana, personne ne le connaît, ça s'est jamais arrivé. C'est dans cet échange. Tu peux, ça n'a jamais existé ça. Voilà, à ceux qui le veulent. Toujours respecté Pacho ici. J'ai les WhatsApp, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de problème. On va parler de choses de questions un petit peu plus polémiques concernant le Paris Saint-Germain, parce que forcément il y a des enjeux importants, et notamment au poste de gardien de but. Ça a été un des grands thèmes de 2025, ça va l'être encore en 2026 pour Lucas Chevalier. Est-ce qu'il va s'imposer au PSG, puisqu'il a été mis en concurrence par Safonov qui est blessé pendant environ 1 mois. Ça va être l'occasion pour Lucas Chevalier de montrer vraiment ses qualités au PSG. Est-ce que vous croyez à sa réussite au PSG? Est-ce que ça ne passe pas par un choix clair de la part de Luis Enrique? On a déjà parlé évidemment longuement dans les émissions sur RMC de ce duel Safonov-Chevalier, mais il va encore avoir lieu a priori en 2026, non? En tout cas, il a eu son miracle de Noël, Lucas Chevalier. La blessure de Safonov, ça tombe du ciel pour lui. Là, c'est une opportunité. Faut pas se trouver incroyable. Trophée des champions. Voilà, il y a le précédent du match au Vélodrome. Il y a toute la séquence. Il y a des matchs importants qui arrivent en Ligue des Champions aussi. Il a 1 mois pour prendre entièrement la mesure du poste, Lucas Chevalier. Et pour répondre à ta question, moi je pense que la concurrence, elle existera toujours. Luis Enrique fonctionne comme ça. Il sera jamais indiscutable. Tu as pu le voir avec Donnarumma la saison dernière, quand ça allait moins bien, il a tenté Safonov déjà. Là, Safonov, il avait donné satisfaction sur la séquence avant de se blesser. Donc il n'y a aucune raison que si Chevalier se trouve ou qu'il est moins bien sur le mois à venir, Safonov ne revienne pas dans la danse. Donc là, c'est le moment. Enjeu très très important. Évidemment. Chevalier, là, évidemment. Peut-être même qu'il joue, alors on va plus loin, mais il joue sa place au PSG, tout simplement. Parce qu'il n'est pas fait quand même. Ils vont pas se dédire non plus. Mais il n'est pas fait pour être numéro 2. Oui, mais ils ont mis je sais pas, c'est 50 millions d'euros qu'il a coûté, Lucas Chevalier. Ils ont sorti Donnarumma surtout pour lui faire de la place. Ils vont pas se dédire au bout d'une saison. Il sera numéro 1 à terme. Oui. Lucas Chevalier, dans 1 mois, 2 mois, peut-être que la deuxième partie de saison va avoir une véritable concurrence. Vous voulez que je dise, moi c'est là où je trouve Luis Enrique très fort.
fort. J'ai toujours été, je pense, comme la plupart des gens qui suivent le football, complètement contre la concurrence entre les gardiens. Avec ce qu'a fait Luis Enrique l'année dernière entre Safonov déjà et Donnarumma, le challenger, arrive à le relancer, arrive à tirer le meilleur de lui, j'arrive à douter de finalement cette position. La grande différence, Julien, c'est que l'année dernière, Safonov, il fait pas un bon intérim. Et c'est pour ça que Donnarumma il retrouve la place naturellement. Là, quand Safonov va revenir de blessure, t'as une vraie question qui se pose. Sauf que l'écart, comme tu l'as dit, il y a 50 millions d'euros déboursés, il y a un projet de jeu, on vire Donnarumma pour aller chercher Lucas Chevalier. Je pense pas que le cas Lucas Chevalier va être... il va pas être banni. Moi, sur le long terme, il n'y a pas de débat, mais est-ce que sur la suite de la saison et sur la fin de saison, je sais pas. Franchement, il joue gros, Chevalier, là, sur les semaines à venir. Je pense que le problème, c'est que en fait, tout peut changer sur un match. On l'a vu avec Donnarumma. Donnarumma, il y a 1 an, on se disait les mêmes choses. Et pendant 4 ans et demi, on se disait les mêmes choses sur Donnarumma. 3 ans et demi, on s'est dit la même chose sur Donnarumma. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, à l'instant T, je suis d'accord avec vous, mais imaginons, comme Donnarumma, il arrive à faire un gros 8e de finale retour, une grosse séance de tir au but, et il t'enlève 3 pénaltys, et derrière, il va loin en Ligue des Champions parce qu'il est décisif, et ben tout ce qu'on aura dit avant, en fait, ça va à la poubelle, parce que Donnarumma, sur 6 mois, on a l'impression qu'il a balayé 3 ans, ou 4 ans, je sais plus, de saison moyenne, voire discutable, surtout en Ligue des Champions. Mais je répète, Jonathan, la grande différence, c'est que là, tu as un vrai concurrent que tu n'avais pas sur Donnarumma. Au début, il y avait Navas. Après, attention, parce que tu parles de regarde le résultat que ça a donné avec Navas. Oui, ça n'a pas marché. Il s'est plombé à Bernabéu, Pochettino l'a tué complètement sur ce match-là. Ça n'a jamais marché, cette concurrence. J'ai l'impression quand même que Jonathan, il a plus de doutes sur Safonov. C'est-à-dire que même s'il a fait une bonne séquence, il en prend 2 quand même. Lucas Chevalier a peut-être besoin, je pense, aujourd'hui de cette concurrence, parce qu'il le dit lui-même, c'est pas le même métier. Et il a besoin, je pense, d'être challengé. C'est ce que pense Luis Enrique en lui mettant Safonov dans les pattes. Dont tu as raison, l'intérim a été plus brillant que l'an dernier. En fait, je pense que Luis Enrique, il a une vision qui est différente de la nôtre. Alors, il a beaucoup d'ambition. Il a dit directement dès son arrivée. Mais je pense qu'il a une vision sur 1, 2, 3 ou 4 ans. Et il se dit, OK, même si Lucas Chevalier n'est pas bon sur la deuxième partie de saison, c'est pas grave. Parce qu'il sera bon à terme, et il fera taire toutes les critiques, parce que le football, c'est quelque chose de très éphémère. La vérité d'hier n'est certainement jamais celle du lendemain. Est-ce que Chevalier va s'imposer en 2026 ? Oui. Je ne veux pas te donner le mois. Est-ce que ça sera en février ? Est-ce qu'il deviendra numéro 1 indiscutable ? Mais fin 2026, non, mais il sera numéro 1 indiscutable parce que Luis Enrique, pas par ses performances, parce que Luis Enrique décidera que ce sera son numéro 1. Parce qu'à partir du moment où tu as mis John-Luigi Donnarumma... Dans ce cas-là, pourquoi il l'a sorti sur la séquence ? Mais il était blessé. Il a été blessé. Oui, mais quand il est revenu de blessure, et pourquoi Safonov de la finale de Coupe intercontinentale ? Parce que Safonov était en confiance. Je pense qu'il aurait continué là et que peut-être en 2026, il aurait repris sa place naturellement. Toi, tu signes que s'il n'avait pas été blessé, Safonov, c'est Chevalier qui jouait là en début de deuxième partie de saison. Oui, parce que c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Une trêve qui est arrivée, tout le monde est reparti de zéro, ça y est, on part avec Chevalier. Moi, je le signe dès demain même, jusqu'où je vais. En tout cas, voilà, la séquence là en janvier. Tu signes beaucoup de choses, fais attention quand même. En janvier, il vaudrait mieux pour Chevalier qu'en janvier il enchaîne les bons matchs quand même. Autre question sur une individualité, et tu l'as un petit peu évoqué, je crois que c'est Julien qui nous a laissé un peu sur notre faim lors de cette première partie de saison, c'est Bradley Barcola qui a été remplaçant lors des 2 derniers matchs de Ligue 1. C'est vrai qu'en termes de statistiques, il y a toujours ce 0 pointé en termes de but en Ligue des Champions qui fait tâche, alors qu'il a été 6 fois titulaire lors des 6 matchs avec un du PSG. De légende. Catastrophique. Voilà, il a été penalty de légende, on n'a pas parlé sur la séance de tir au but là contre Flamengo. Voilà. Et donc avec le retour de Doué, de Dembélé, la présence de Kvaratskhelia, aussi la montée en puissance de certains joueurs qui peuvent jouer à ces postes-là, comme les jeunes, il y a Mayoulou par exemple. Mbaye qui revient, qui est en train de tout casser à la canne. Il y a une vraie question à se poser sur Barcola. Est-ce qu'il est condamné à être remplaçant en 2026 ? En tout cas dans cette deuxième partie de saison. Moi je pense que oui. Bah oui. Moi je pense que oui. Si tout le monde est, si t'as tout le monde, oui, Barcola il part pas dans les 3 de devant. Non mais surtout si tout le monde est dispo. Bah, c'est ça la question, qui tu enlèves ? Au-delà de dire, parce que Barcola, en fait, en jouant, ce qui est fou, c'est qu'en jouant, il a perdu sa place. C'est-à-dire que la saison dernière, justement, tu te posais des questions parce que tu avais Doué, Vara, Dembélé, et consorts, et il y avait cette vraie concurrence. Vara aussi qui rebat les cartes l'an dernier. Bien sûr, mais il est titulaire contre Arsenal, il avait une opportunité à Liverpool. Il a quasiment très peu été blessé. Il a pas non plus saisi, c'est pire que ça, c'est qu'il a perdu du crédit. Aujourd'hui, honnêtement, je suis désolé, quand je vois le trio Vara, Doué, Dembélé, je ne
vois pas comment est-ce que tu peux mettre un de ces trois sur le banc et mettre Barcola titulaire. Barcola a perdu beaucoup de crédit et je trouve qu'à la différence de ces joueurs-là, c'est que, et je reproche ça souvent à Barcola, c'est qu'il n'a pas ce goût du tueur, il n'a pas le goût du sang dans la bouche. Dans un face-à-face, le nombre de face-à-face qu'il rate, c'est incroyable. Alors que Désiré Doué, tu l'as vu contre le Paris FC, tu l'as vu contre Metz, tu l'as vu en face-à-face, c'est létal. En finale de Ligue des Champions. Il a une marge de progression. Dembélé, on lui disait la même chose avant qu'il enchaîne. Il a 23 ans, Bradley Barcola. Alors oui, effectivement, il y a un gros déficit de réalisme, et notamment dans les gros matchs en Ligue des Champions. Maintenant, si la question d'après, c'est est-ce qu'il faut vendre Bradley Barcola, parce qu'il y a une petite musique aussi, la première ligue. Moi, non. Bradley Barcola, c'est un enjeu. 23 ans, on a le droit de penser qu'il va progresser, et puis derrière, vous allez me chercher. Mais lui, il va peut-être pas accepter d'être sur le banc. Ça aussi, c'est une vraie question. Moi, je pense que dans l'état d'esprit, il peut avoir cet état d'esprit de joker, parce qu'il est bon en tant que joker. C'est quand même quelqu'un sur le banc sur qui tu peux. Après, il joue Bradley Barcola. C'est juste que sur les gros matchs, il rentre plus ou il rentre pas dans le 11. De mémoire, la saison dernière, quand il sortait du banc en Ligue des Champions, je préférais moi de le voir démarrer titulaire, et à la différence d'un Doué qui rentrait, qui pouvait t'emballer un match. Donc c'est une question d'état d'esprit peut-être. Ouais, mais après c'est dur, le PSG c'est dur. L'exigence de Luis Enrique, l'exigence de ce club, c'est pas facile, et peut-être que Barcola, on parle souvent de contexte pour les joueurs, etc. Peut-être qu'il s'épanouira plus ailleurs. Moi je sais pas, je serais pas aussi radical que Julien. Moi si une opportunité pour lui de partir, est-ce qu'il faut s'accrocher à Barcola absolument? Ça dépend qui tu me ramènes derrière. Si tu me ramènes Bukayo Saka, Michael Olise, très bien. Mais je pense pas. Là on n'est pas dans les vœux 2026, on est dans les rêves. Il n'y en a pas une dizaine comme lui en fait en Europe. Mais moi je pense que pour le coup, pour Barcola, je le vois vraiment partir moi à l'été 2026, parce que aussi, comme il perd du crédit dans la concurrence, et que Luis Enrique aime bien vraiment challenger et qui est toujours de la concurrence, je pense que Barcola ne rentre plus vraiment là-dedans, et que même lui il va se sentir frustré d'être un joker. Même pour l'équipe de France, il a les mêmes concurrents qu'au PSG, et qu'à un moment donné, si Doué il passe devant au PSG, il va probablement passer devant en équipe de France aussi. Donc peut-être qu'il aura besoin d'aller chercher du temps de jeu. Mais bon, après il a le droit de nous faire mentir aussi, Barcola, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On n'a aucune animosité envers Bradley Barcola. On a fait le tour de toutes les questions qu'on voulait donc se poser pour ce début 2026, pour la deuxième partie de saison. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Tu as été excellent. Merci beaucoup. J'espère que tu reviendras cette année. Bah oui, mais peut-être pour la dernière. Pour un podcast dédié à Pacho aussi, parce que vraiment on y tient beaucoup, on va le faire. On va le faire. Hein. Ah oui, on va pas l'oublier, le podcast dédié à Pacho. Je rappelle, Canal Supporter, c'est excellent ce que tu fais, Jonathan, avec toutes tes équipes. Donc n'hésitez pas à suivre ça sur YouTube. Vous nous suivez aussi sur YouTube. Vos commentaires, vous likez, vous commentez, vous partagez tous les épisodes. Aussi à retrouver en podcast, bien sûr. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup, Julien. Et bonne année. Et encore une fois, très belle année avec le PSG. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. RMC After Paris.